Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Soudan, près de 4 milliards de dollars de biens ont été saisis par le comité anticorruption en moins de 6 mois. Des biens appartenant à l'ancien président déchu, Omar El-Béchir, et à ses proches. Cette saisie comprend entre autres des biens immobiliers ou encore des parts dans des sociétés. En République démocratique du Congo, l'Institut national de préparation professionnelle se lance dans la production de lave-mains, une initiative destinée à limiter la propagation du virus dans le pays qui doit atteindre son pic épidémique d'ici début juin. Et enfin, l'OMS se dit inquiète des faibles taux de dépistage en Afrique. L'organisation appelle donc les dirigeants africains à renforcer leur capacité de dépistage. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, au Burundi, l'Église catholique dénonce des irrégularités au sujet des élections générales du 20 mai dernier. Déclaration faite par le président de la conférence des évêques catholiques du Burundi, Monseigneur Joachim Taondereye, ce mardi 26 mai. L'Église catholique évoque également, je cite, l'exclusion de mandataires et d'observateurs des lieux de dépouillement du scrutin, l'intimidation et les contraintes exercées sur certains électeurs par des administratifs, ou encore l'intrusion de personnes non autorisées dans les lieux de comptage. Des irrégularités similaires à celles évoquées par le chef de l'opposition Agathon Rwasa, qui dénonce une mascarade électorale et prévoit de déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Si celui-ci est rejeté, le général Évariste Ndayishimiye, crédité de 68,72% des suffrages, sera investi en août pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Au Soudan, la lutte anticorruption contre l'ancien régime d'Omar El-Béchir se poursuit. Le comité spécial anticorruption créé pour démanteler les affaires frauduleuses héritées de l'ancien système a annoncé avoir saisi de 3,5 à 4 milliards de dollars en moins de 6 mois. Selon le porte-parole du comité, Salah Mana, cette saisie comprend de l'argent, des biens immobiliers ou encore des parts dans des sociétés. Philomentine. Depuis sa destitution en avril 2019 et son arrestation, mettant fin à 30 ans de règne, les opérations de saisie des biens de l'ancien président soudanais Omar El-Béchir se sont succédées. Elles avaient commencé depuis quelques jours après son interpellation. Entre 3,5 et 4 milliards de dollars d'argent, de biens immobiliers ou encore de parts dans des sociétés ont été saisis en moins de 6 mois à Béchir ici, selon le comité anticorruption mis sur pied en décembre pour démanteler le système du président déchu. Ce comité aujourd'hui était nécessaire. Il va permettre de clarifier la gestion d'Omar El-Béchir, notamment en 30 ans. Il a eu le temps de pouvoir cumuler énormément de biens alors que le Soudan est toujours resté pauvre. Et aujourd'hui, il était donc nécessaire, après sa destitution, qu'on puisse analyser qu'est-ce qu'il a pu engranger comme bien. Il faut compter là aussi tous les gens qui ont géré avec lui. D'après le comité anticorruption soudanais, après une enquête sur la gestion du régime d'El-Béchir, beaucoup de biens ont été acquis par les proches de l'ex-chef d'État par le biais de liens familiaux. Près de 130 millions de dollars avaient ainsi été retrouvés dans sa propriété, cachés dans des sacs. Les biens de son parti, de médias ou encore d'amis et proches ont été soit gelés, soit remis au ministère des Finances. L'économie soudanaise est en difficulté depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ces saisies vont permettre de donner un souffle, tant soit un peu, à cette économie. Ce ne sont pas ces 4 milliards qui vont permettre à l'économie soudanaise de se redresser, mais pour les Soudanais, déjà disposer de ces 4 milliards, c'est déjà une bonne chose afin de permettre de souffler. Ces biens saisis devront être remis dans les caisses de l'État qui peinent à redresser l'économie du Soudan, actuellement en difficulté. Nouveau rebondissement dans l'affaire Guillaume Soro. Les avocats de l'ancien président de l'Assemblée nationale vont saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et pour cause, les autorités d'Abidjan disposaient d'un mois pour se conformer aux décisions formulées par l'institution. Le 22 avril dernier, la CADHP avait en effet appelé la justice ivoirienne à suspendre les poursuites contre Guillaume Soro et ses partisans de Génération et Peuple solidaire. Or, le délai n'a pas été respecté.
dossier. Afoussi Mbamba, avocate de Guillaume Soro, indique qu'un rapport sera envoyé non seulement à la Cour, mais aussi aux autres institutions internationales, dont l'Union africaine et les Nations unies. En République démocratique du Congo, le juge qui préside le procès de Vital Kamerhe, Raphaël Yanni, est mort cette nuit. Le chef de la police de Kinshasa, Silvano Kasongo, évoque un décès des suites d'une crise sans plus de précision. Selon ses proches, le juge s'était plaint de maux de ventre avant d'être acheminé au centre hospitalier de Nganda. Dès l'annonce de son décès, les internautes se sont affolés et ont même évoqué l'hypothèse d'un assassinat. Une rumeur fermement démenti par Silvano Kasongo. Face à ce tournant inattendu, quelle sera la conséquence sur l'instruction en cours? Je vous propose d'écouter le juriste Nixon Kambale. Effectivement, c'est une triste nouvelle, d'autant plus que le juge Raphaël Yanni aille à conduire avec professionnalisme non seulement le dossier qui est à vogue aujourd'hui. Il est de ce rare magistrat qui travaillait honnêtement et professionnellement. Et que donc sa disparition, même si sur le plan procédural, ça n'aura pas d'impact sur l'évolution ou le déroulement du procès, on peut dire qu'effectivement ça va impacter quelque chose sur le moral des autres membres de la composition. D'autant plus qu'attaque une équipe, ils étaient déjà dans un esprit de collaboration parfaite pour mener à bout ces dossiers que toute la République attend, dont la République attend ici. Donc effectivement, nous disons que ça n'aura pas d'impact parce que le juge à ce niveau-là siège à 3 avec le ministère public et le greffier. Donc, mais moralement, ça va impacter sur les autres membres de la composition. Non, bon, c'est le choix là. En principe, l'intérim se fait par rapport à la préséance au siège du tribunal. Donc c'est le juge le plus préséant qui va naturellement assumer l'intérim du président du tribunal, d'autant plus que le président était suspendu et que donc on va choisir le plus préséant du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour pouvoir assumer l'intérim. Et que donc à partir de ce moment, les chefs pourront aller, on va compléter la composition et les procès vont se dérouler normalement. La République démocratique du Congo qui se dirige peu à peu vers le pic de l'épidémie de Covid-19, estimé à début juin. Face à l'absence d'un traitement efficace, les gestes barrières sont davantage encouragés. Dans cette optique, certaines structures réorientent leur production vers les matériels de lutte contre la propagation du Covid-19. C'est le cas de l'Institut national de préparation professionnelle qui se lance dans la production de lave-mains. Un reportage de notre correspondant RDC Jacques Mboka. L'Institut national de préparation professionnelle apporte sa contribution dans la lutte contre la Covid-19. Alors que la RDC s'attend au pic de cette pandémie vers début juin, selon l'équipe de riposte, l'INPP se focalise dans la production de matériel de lutte contre sa propagation. Dans cet atelier, on fabrique les différentes sortes de lave-mains. Nous avons créé au sein de l'INPP avec nos ingénieurs un autre type de lave-mains automatique cette fois-ci, où vous avez la possibilité d'avoir les savons, vous pouvez avoir aussi de l'eau, mais cette fois-ci nous y avons ajouté la possibilité de sécher les mains sans pour autant toucher quoi que ce soit, avec ces mêmes lave-mains. Et comme si cela ne suffisait pas, nous y avons encore ajouté la température, la prise de température. L'Institut national de préparation professionnelle est une structure qui prépare efficacement les jeunes Congolais aux différents métiers. Face à la pandémie et l'état d'urgence qui en découle, l'INPP réoriente ainsi sa mission en vue de combler les déficits de certains matériels de lutte contre la Covid-19. Il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place au niveau du gouvernement pour que nous puissions avoir, dans la mesure du possible, un peu plus de moyens pour en produire en masse. Et ce que je voudrais aussi vous dire, que ces productions ne se font pas seulement à l'INPP Kinshasa. Nous avons donné
toutes les données techniques de fabrication à nos directions provinciales parce que nous sommes éparpillés à travers la République. C'est pour permettre aussi à nos amis des entités qu'ils aient aussi la même technologie. Dans un contexte où le traitement efficace contre la pandémie tarde encore, les initiatives tendant au renforcement des gestes barrières sont davantage encouragées. Notons que la RDC enregistre en date du lundi 25 mai 2403 cas confirmés de coronavirus. 67 personnes sont décédées, 340 en sont guéries. L'inquiétude monte pour l'Organisation mondiale de la santé en raison de la propagation du coronavirus en Afrique. L'OMS craint en effet une épidémie silencieuse en raison du faible taux de dépistage. Selon l'organisation, le renforcement des capacités de dépistage doit rester la priorité des dirigeants africains. Corinne Gamzefem. Alors que les cas de personnes testées positives au Covid-19 ont atteint leur pic dans de nombreuses parties du monde, les chiffres en Afrique restent moins alarmants. Une situation qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé qui craint que le continent ne soit confronté à une épidémie silencieuse. Sur plus de 5 millions de cas recensés dans le monde, avec plus de 350 000 décès, seulement 118 353 cas sont en Afrique pour environ 3 500 décès. La plupart des pays au début ont fonctionné avec une hypercentralisation et rationalisation des tests dans les laboratoires de référence. Ces mesures, fort heureusement, ont été souvent rattrapées. Mais un des plus gros problèmes rencontrés est sans aucun doute l'absence de protection adéquate pour les soignants qui payent un tribut assez lourd parce que mal équipés et pourtant très exposés au quotidien dans l'exercice de leur mission. Le dépistage joue un rôle majeur dans la lutte contre le coronavirus. Il permet entre autres de détecter de nouveaux cas et de dresser une cartographie de l'étendue de la maladie. Toutefois, pour l'heure, les initiatives à l'échelle continentale sont davantage centrées sur le respect des mesures d'hygiène et des gestes barrières. Avec la COVID-19, les systèmes de santé en Afrique ont fait face à des difficultés et limites encore plus visibles qu'en situation normale. On a vu l'offre des soins qui a souvent atteint des niveaux critiques dans certains pays. Les hôpitaux ont eu des difficultés à mettre en place des circuits qui maintiennent la prise en charge en soins de routine tout en permettant les protocoles COVID-19 devenus prioritaires et pris en charge par les budgets des États. Selon de récents chiffres du Centre africain de prévention et de contrôle des maladies, seulement 1,3 million de tests ont été réalisés sur une population de près de 1,3 milliard. Pour y remédier, les gouvernements africains travaillent à la formation d'1 million de travailleurs communautaires capables de tracer les personnes contaminées et leurs contacts, ainsi que la création d'une plateforme commune d'achat des médicaments. Un projet estimé à 600 millions de dollars. En dépit de la crise de coronavirus, l'Éthiopie continue de travailler sur le projet de privatisation de sa compagnie nationale des télécommunications. Le gouvernement projette de vendre uniquement 40% des parts d'Ethio Telecom pour en conserver la majorité. L'État souhaite également délivrer 2 nouvelles licences télécom de façon à rendre le secteur plus concurrentiel tout en attirant les capitaux étrangers. Nathalie Mo. Vente de parts d'Ethio Telecom, un gros pari pour libéraliser l'économie nationale pour le Premier ministre Abiy Ahmed. Le gouvernement éthiopien envisage de céder une participation de 40% de l'entreprise de télécommunications nationale aux investisseurs privés. Le gouvernement veut mettre l'accent sur une maximisation de la valeur globale du bien public. Le public peut être assuré que le gouvernement mène ce processus dans une discipline stricte et sous la surveillance étroite du Premier ministre lui-même, car l'équipe macroéconomique sous sa responsabilité a la responsabilité de s'assurer que le processus se déroule correctement. Les autorités éthiopiennes veulent aussi inviter les investisseurs internationaux à manifester leur intérêt pour 2 licences de télécommunications, leur ouvrant un marché de 110 millions de personnes. La licence permettra de construire, posséder et exploiter un réseau de télécommunications national ainsi qu'une passerelle internationale. Lorsque le gouvernement ouvre le capital d'Ethio Telecom, c'est qu'il veut réduire la part de dépendance vis-à-vis des capitaux étrangers. Donc, les nouveaux investisseurs vont déjà alléger l'absorption des devises de l'État sur l'investissement dans l'entreprise de télécommunications. Mais en même temps, ça permettra à l'Éthiopie de faire un bond en avant en termes d'acquisition de technologies de télécom.
En dépit de la crise de coronavirus, l'Éthiopie continue de travailler sur le projet de privatisation de sa compagnie nationale des télécommunications. La privatisation d'Ethio Telecom et l'ouverture de la concurrence devraient profondément transformer le marché des télécoms dans ce pays d'Afrique de l'Est. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.